Bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie Lara Stam, assistante co-réalisatrice de cette émission. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Merci à Arnaud pour la réalisation technique de ce libre journal et à Virginie pour les incises musicales qu'elle a composées spécialement pour les émissions de géopolitique profonde. Je vous le rappelle, vous pouvez la retrouver sur YouTube en tant que Nini Vlam. Je voudrais bien poser, chers auditeurs, questions, observations, remarques. En composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie, vous attend, c'est son grand retour, Patrice, qui nous transmettra vos appels, comme d'ailleurs vos courriels électroniques. Nous retrouvons aujourd'hui autour de 9h30 pour sa chronique géopolitique Raphaël Beslu, directeur de publication du magazine Géopolitique Profonde. En seconde partie d'émission, dans le Grand Angle, nous accueillons avec Dimitri Tkochko, journaliste fondateur de Stop Russophobie, Alexandre Artamonov, journaliste, rédacteur en chef du service français de Pravda RU. Nous aurons avec l'ancien directeur de rédaction de La Voix de la Russie en France et en Allemagne un échange sur le conflit ukrainien vu de Russie. C'est assez rare pour le dire. Je rappelle que ma démarche dans ce libre journal de géopolitique profonde est strictement une démarche d'information avec l'éthique de conviction et de responsabilité qui doit toujours aller avec. Je suis par ailleurs, tout le monde le sait depuis le temps, un patriote français, ni un idiot utile d'une puissance étrangère, ni le vecteur d'une quelconque propagande de guerre. Je pourrais rappeler aussi n'avoir, pour ce qui me concerne, aucun conflit d'intérêt d'aucune sorte avec un groupe, une entité informelle ou un pays autre que le mien, la France. C'est là que s'arrête ma neutralité, que débute ma loyauté. Je ne me suis jamais senti, il est vrai, citoyen du monde. Mais sans plus attendre, la revue de presse de la fin des temps que vous attendez tous. Comme est très strict. Oui, bien sûr. Depuis vendredi minuit, plus personne ne doit faire de propagande électorale, troubler la réflexion de nos concitoyens. Pas même Macron, depuis son direct jeudi à 20h en duplex sur TF1 et France 2 de l'abbaye aux hommes. Marrant d'ailleurs aux hommes quand même, on connaît surtout l'abbaye aux dames, question de préférence peut-être. Justement, nous pourrions commencer, une fois n'est pas coutume, par les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Figaro titrait jeudi sur l'hommage aux héros de la liberté. Là, vous me permettrez, Lara, d'avoir été plus tôt en esprit, jeudi 6 juin, et puis les jours qui ont suivi, avec nos concitoyens, nos compatriotes, dans les bouchons monstres qu'ils ont dû endurer comme la veille, tandis que nos éminences pavanaient sur les plages de Normandie, en particulier Hidalgo, Pécresse, Castex. Elle est sans intérêt, cette abstraction de liberté, un concept vide de sens, quand est bafouée une liberté aussi basique que la liberté de circuler, par exemple. Nos élites nous font honte, aptes à fournir des missiles de haute technologie pour détruire le pont de Kertch en Crimée, mais incapables de rétablir depuis plusieurs mois maintenant une circulation normale sur l'autoroute A13 aux abords de Paris. Cette même autoroute qui nous mène à Caen, justement, où ont eu lieu ces cérémonies. Sans que cela ait été annoncé en amont par les autorités, l'A6A, l'A6B, l'A13, la A106 et la moitié du périphérique parisien ont été fermés jeudi 6 juin au matin. Des perturbations similaires avaient déjà eu lieu la veille en raison de l'arrivée du président américain Joe Biden pour les commémorations du débarquement. Il s'agissait à nouveau ce jeudi de faciliter la circulation du cortège présidentiel, indique la préfecture de police au Figaro. Elles ne peuvent pas être annoncées en amont par mesures de sécurité, mais tout est fait pour limiter la durée des perturbations. Les automobilistes ont donc à nouveau été pris par surprise. Les perturbations ont également touché les transports. De nombreuses lignes de bus enregistrant des retards en raison de conditions de circulation extrêmement mauvaises. La ligne de tram T3B a été interrompue jusqu'à 8h20 entre Porte de Clichy et Porte de Dauphine par mesure de sécurité, indique la RATP. Même la collecte des déchets s'est retrouvée perturbée dans la capitale à la suite de ces fermetures, annonce la direction de la propriété de Paris sur X. Et ça continuera jusqu'à dimanche, depuis jeudi 18h jusqu'à ce vendredi 21h30. Un périmètre de protection a été institué par la préfecture de police de Paris dans le cadre de la visite de Volodymyr Zelensky dans le 8e arrondissement de Paris, couvrant une partie de la rue de Courcelles et l'allée Louis de Funès. La bien nommée pour un clown de cette espèce. Une réception en fin d'après-midi à l'Élysée avec Emmanuel Macron est enfin prévue. Les déplacements du convoi présidentiel pourraient par ailleurs avoir des impacts sur le trafic.
politique. Samedi, Joe Biden aura droit à une visite d'État dans la capitale avec Emmanuel Macron, avec au programme accueil protocolaire à l'Arc de Triomphe, déjeuner avec le couple présidentiel à l'Élysée et banquet le soir au palais présidentiel. De nombreuses rues autour de l'Arc de Triomphe seront donc fermées à la circulation samedi de 7h30 à 14h, puis un nouveau périmètre de sécurité, cette fois-ci autour de l'Élysée, sera mis en place de 14h à 23h. Ah, on se gâte au sein de l'oligarchie pendant que les gueux se serrent la ceinture. C'est la fin de l'abondance, qu'il disait le Macron. Ça dépend pour qui. Pour les sans-dents sûrement, mais pour eux certainement pas. Et puis, immunité zéro, comme d'habitude. Tenez-vous bien, Nicolas. Macron propose de reconstruire l'actuel PDG de la RATP, Jean Castex, pour un deuxième mandat de 5 ans. L'ancien Premier ministre a pris les rênes le 23 novembre 2022, 2 mois après la démission de Catherine Gouillard, pour raisons personnelles, avec pour mission de remettre les transports en ordre de marche pour les JO. Succès sur toute la ligne de notre génie des Pyrénées. Sans parler de l'offre de service toujours aussi calamiteuse, on découvre une perte nette en 2023 de la RATP, 109 millions d'euros. C'était déjà le cas en 2022. Encore un Mozart de la finance, celui-là. Mais j'aimerais savoir, c'est quel niveau de mépris tout cela pour les Français ? Alors le mépris des élites mondialisées présentes en masse sur les plages du débarquement ne s'arrête pas aux Français et au peuple plus généralement, il concerne aussi l'histoire. Baptisée pompeusement la cérémonie de la transmission à la mémoire des victimes civiles et militaires, cet événement que le chef de la France libre, rappelons-le quand même, le général de Gaulle, n'a jamais voulu commémorer, il voyait le dédé comme la tentative d'une seconde invasion du territoire français, est un authentique exercice de révisionnisme historique. On désinvite la Russie et ses officiels, mais on accueille l'Ukrainien Zelensky, chef d'État hors mandat, ce dernier a expiré le 20 mai dernier, dont certains soutiens sont des nostalgiques tout de même de l'organisation des nationalistes ukrainiens dirigée par Stepan Bandera, auteur de massacres et génocides jusqu'à la fin de la guerre, en particulier contre les Polonais. Macron, l'anglo-saxon, peut bien parler de sacrifice, témoigner de sa reconnaissance éternelle aux Anglais, Canadiens et autres Américains. Son mini-moi Attal ajoutait même infinie reconnaissance, éternelle et infinie, du mini-moi plus. On nettoie les soirs ici, on l'adapte à l'idéologie démondialiste, en oubliant certains événements beaucoup moins glorieux et certaines arrière-pensées évidentes qui vont avec. On se condamne à les revivre prochainement. Ces cérémonies du 6 juin ont donné lieu à quelques scènes réjouissantes. Nicolas, faut bien avouer, Tandis que Papy Joe, après avoir reçu des vétérans bien moins liquides que lui, sonnait la charge contre Poutine, le tyran russe, pour une fois qu'il n'est pas allé à le traité de Son of a Beach, ce qui aurait pu faire son effet sur les beaches de Normandie. Tout le monde a pu noter la sympathique complicité entre Brigitte et le prince William. Le duo a multiplié les sourires, tandis que Brigitte Macron posait amicalement sa main sur le bras du prince. Une belle complicité. Ouais, enfin, ça n'a pas été exactement la même chose avec la reine Camilla. Elle ne voulait absolument pas lui prendre la main. On connaît en tout cas la dilection de ces gens-là pour les têtes couronnées ou futures couronnées, d'autant plus que Charles III, MK Ultra, comme je l'appelle maintenant, n'avait pas l'air très frais. Il y a en tout cas un chef de gouvernement qui n'était pas présent sur les plages de Normandie et pour cause, il se remet d'un attentat. C'est Robert Fico, le Slovaque, qui a fait un retour remarqué et vengeur, on peut le comprendre. Je pardonne et je mets en garde, a-t-il dit, et d'ajouter, je n'ai aucune raison de croire qu'il s'agissait d'une attaque perpétrée par un fou solitaire. Vous savez, la fameuse théorie du loup solitaire. Outre l'opposition politique et les médias, il s'en prend à l'Union européenne, l'OTAN et George Soros. Tiens donc, on a voulu l'assassiner en raison de son refus d'aligner la Slovaquie sur la politique ukrainienne de l'Occident et de conclure, c'est terrible à dire, mais le droit à une opinion différente a cessé d'exister dans l'Union européenne. Et pendant ce temps-là, sur les plages de Normandie, les représentants de l'UE et de l'OTAN prétendent défendre la démocratie, jamais aussi menacée que depuis la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui. Oui, mais menacée par qui ? Par
Paris et les médias vivent actuellement en pleine psychose anti-russe. Ils voient des espions, des trolls, des tentatives d'attentats un peu partout. Ils prétendent par exemple que Poutine, depuis son bureau de Kremlin, aurait fait déposer 5 cercueils remplis de plâtre au pied de la tour Eiffel, symbolisant les militaires français déjà morts en Ukraine et ceux qui ne vont pas tarder à les suivre. Ce qui ressemble au scénario d'un mauvais polar écrit par un notaire au cerveau ramolli. C'est parfaitement ridicule. Comment prétendre qu'il aurait pu y avoir des explosifs cachés dans les cercueils, bien évidemment. Rien de mieux pour dissimuler des explosifs que de les planquer dans des cercueils exposés en pleine rue. On se moque du monde. Un chauffeur bulgare qui pédale dans le yaourt et des livreurs ukrainiens payés 40 € chacun pour cette mauvaise plaisanterie. Et qui se font filmer en plus, avec des flics super bien rencardés qui interviennent dans les 3 minutes. Alors que chaque jour, des Françaises et des Français se font cambrioler, violer, poignarder sans que la police lève le petit doigt. Ouh là là, j'ai peur maintenant d'aller porte de la Chapelle le soir, métro Stalingrad ou à la gare du Nord à cause de ces méchants affreux russes. Sbires de Poutine, qui prépare de mauvais coups contre les braves Français de mon genre. Comme le disait Christian Navis dans Riposte laïque, tout ce cirque ressemble à une provocation organisée par quelques officines gouvernementales barbouzardes ou à l'initiative insensée d'un trio de pieds nickelés avinés. Les pires séries de la télé française débordant de moraline, de stéréotypes et de propagande n'osent pas aller aussi loin dans l'invraisemblance. Je n'ose pas croire la Sûreté nationale et le parquet de Paris qui investiguent assez niais pour gober la version officielle avancée par le gouvernement. Poutine voulait faire peur. C'est vraiment mésestimer le tsar de toutes les Russies et ce serait insultant pour ces fonctionnaires de croire qu'ils n'ont pas été contraints de se ridiculiser sur cet ordre supérieur. En toute hypothèse, ça a fait le chou gras des médias tels BFM menteur, comme le mur des justes du mémorial de la Shoah vandalisé, tagué de main rouge. Encore un coup des Bulgares envoyé par Poutine. Il ne me vient à l'idée d'aucun commentateur que ces islamo-gauchistes peuvent être derrière cette affaire, d'autant qu'il y a déjà eu un précédent des Mains Rouges à l'IEP de Paris pour soutenir le Hamas. Et autre bouc émissaire, avant d'attaquer le Front National comme à Carpentras, aujourd'hui ce sont les Bulgares pro-Poutine. Et il faisait peur, le chef du FN, foi d'une élue LFI, Ersia Soudet, députée de Seine-et-Marne, qui raconte à qui veut l'entendre que quand elle avait 4 ans, elle cauchemardait de Jean-Marie Le Pen qu'elle voyait au-dessus de son lit, le gag. Et que penser de cette sombre histoire d'un espion ukrainien né dans le Donbass russophone, on précise, qui se serait fait exploser au visage du peroxyde d'acétone en voulant fabriquer un engin artisanal. Il a été intercepté à Roissy, nous dit-on. Bon, en fait, c'était l'hôpital de Gonesse, mais Roissy, c'est mieux, ça fait peur avec les avions. L'affaire est ultra sensible, nous dit-on. Je veux mon neveu. La DGSI est sur le coup. Son interpellation a immédiatement été suivie par la perquisition de la chambre d'hôtel dans laquelle il résidait. Les policiers ont alors découvert plusieurs engins explosifs, ainsi que du nitrate d'ammonium, une matière explosive peu coûteuse et très prisée des terroristes. De l'argent, plusieurs faux passeports et des armes légères ont également été retrouvées par les enquêteurs. D'après plusieurs sources proches du dossier, les enquêteurs de la section de recherche de Versailles pensent à un espion russe qui cherchait à viser du matériel de l'armée française destiné à l'Ukraine. Décidément, le KGB devenu FSB n'est plus ce qu'il était. On va nous ressortir bientôt le Novichok, un poison du système nerveux qui bloque la transmission des informations nerveuses jusqu'aux organes. Après cela, les généraux de plateau sont en émoi. Les Russes veulent empêcher les JO de Paris de se dérouler normalement. Ils répandent même de nombreux fake news pour discréditer les JO de Paris. Les Français en matière de sécurité durant les JO feraient mieux de s'inquiéter de la collecte par les autorités, c'est la dernière en date, de millions de données sur les véhicules par la plateforme Anticiper les Jeux. La CNIL a d'ailleurs émis des réserves et des recommandations, particulièrement sur la collecte des photographies et des copies de titres d'identité, s'interrogeant sur la nécessité de cette opération. Une collecte qui peut tout aussi bien s'effectuer par la vidéosurveillance algorithmique, légalisée en France à titre expérimental à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et considérée par les acteurs du secteur numérique comme un pas important vers la reconnaissance faciale. Seule l'association La Quadrature du Net, une 50aine de villes françaises testent déjà la VSA. Les JO, un événement sportif grandiose ou un avant-goût d'un monde orwellien.
Mais toute cette propagande médiatique tendant à désigner Poutine et les Russes comme les auteurs d'une guerre hybride menée contre la France n'est-elle pas annonciatrice d'une guerre menée par la France et peut-être ses alliés contre la Russie, directement sur le sol ukrainien? On a l'impression que Macron a besoin de sa guerre, à l'instar de ses prédécesseurs. Sauf que cette fois-ci, c'est beaucoup plus gros morceau. Ce n'est pas des rebelles africains ou un État du Golfe. Ce sont les Russes, première puissance nucléaire au monde. Matteo Salvini, vice-premier ministre italien, s'en est pris mardi à Emmanuel Macron en diffusant un photomontage du président français en tenue de combat et armé d'un fusil d'assaut, l'accusant de vouloir précipiter l'Europe dans la guerre avec la Russie. Une escalade militaire et des soldats italiens sur le front sur ordre de dangereux poseurs de bombes, non merci, écrit sur son compte X dirigeant de droite nationaliste dont le parti, la Ligue, appartient à la coalition gouvernementale dirigée par Giorgia Meloni. Disons qu'il a eu une furieuse envie de guerre, comme au temps de la pandémie, il avait une terrible envie d'emmerder les non-injectés. Il y a dans la Bible une formule de ce type qui, je trouve, fait sens. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Un singe à tête de lion, selon Freisinger. Après, on sent Macron gêné un peu aux entournures. Il n'a pas encore obtenu le feu vert des Américains pour entrer de plein pied dans la guerre. Il est tout à son envie de se faire valoir auprès de l'État profond américain. C'est la clé pour toucher du doigt son délire de grandeur, la présidence de l'Union européenne. La France n'est qu'un marchepied pour lui. Alors il provoque. Promesse de livraison de Mirage 2005, autorisation donnée aux Ukrainiens d'user des armes françaises pour frapper en profondeur sur le territoire russe, pour neutraliser les bases arrières de la Russie. Il essaie aussi de mettre sur pied une armée d'instructeurs occidentaux qui opérerait directement sur le territoire ukrainien. Mais les volontaires, pour l'instant, manquent à l'appel. Ils tentent d'exciter les alliés, de les entraîner derrière lui. Et cela, je crains que Poutine s'en soit rendu compte. Ce qui est très dangereux pour la France. Le Kremlin a accusé vendredi 7 juin le président français Emmanuel Macron d'alimenter les tensions en Europe avec ce qu'il a appelé ses déclarations hautement provocatrices sur l'Ukraine, a rapporté l'agence de presse étatique RIA. RIA cite le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, disant que Macron avait déclaré son soutien absolu à Kiev et qu'il était prêt à une implication directe de la France dans le conflit ukrainien. Dès lors, les Russes pourraient être tentés de frapper préventivement la France pour tenir en respect les autres alliés occidentaux. C'est cela qui est inquiétant. Nous entrons dans une forme d'escalade. Déjà, Poutine a annoncé être prêt à fournir les armes aux ennemis de l'Occident pour qu'ils les frappent partout dans le monde. L'ancien député et conseiller spécial de Sarkozy, Henri Guénaud, a mis en garde le 4 juin contre le risque d'un dérapage du conflit en Ukraine. On ne sait qu'après si on a franchi la dernière ligne rouge, prévient-il. Vous vous souvenez comment a commencé la guerre du Vietnam pour les Américains? On a commencé par envoyer des instructeurs. Au bout de 4 ans, ils étaient 1,5 million. A déclaré le 4 juin Henri Guénaud sur le plateau d'Europe 1, évoquant un conflit où près de 60 000 Américains ont été tués et 150 000 autres blessés. C'est toujours la même histoire, c'est l'engrenage et l'escalade. On jette avec le feu, a poursuivi Henri Guénaud, rappelant le franchissement par les Occidentaux de lignes rouges successives, avec l'envoi progressif d'armes offensives, puis de chars lourds, puis d'avions et de missiles longue portée. Maintenant, on autorise à tirer sur le territoire russe et on déclare, vous allez voir, il ne va rien se passer, a-t-il ajouté. Et puis ce sera les conseillers militaires. Moscou a pour sa part averti que ces soldats français constitueraient des cibles légitimes pour l'armée russe. Un avertissement réitéré le 4 juin par le porte-parole du Kremlin ainsi que par le chef de la diplomatie russe. Une puissance nucléaire cherche la limite d'une autre puissance nucléaire, c'est en effet complètement criminel. Je rappelle qu'une guerre nucléaire mondiale, d'après les estimations des instituts de recherche, ça commence, tenez-vous bien, par 90 millions de morts en 20 minutes. 90 millions de morts en 20 minutes. Regardez l'une des dernières annonces. Le groupe d'armement franco-allemand KNDS officialise ce vendredi 7 juin la création d'une filiale en Ukraine. KNDS est l'un des principaux acteurs européens de l'armement terrestre. Le groupe fabrique des systèmes d'artillerie, des chars de combat, mais aussi les canons César que la France livre à Kiev. Cette filiale va produire des équipements militaires et des munitions sur le sol ukrainien, avaient annoncé fin mars déjà les ministres de la Défense français et allemands, Lecornu et Boris Pistorius. Volodymyr Zelensky et Sébastien Lecornu doivent visiter vendredi un site du groupement d'armement à Versailles, près de Paris.
Alors, dois-je vous rappeler que cette annonce démontre amplement les écoutes interceptées des généraux de l'armée de l'air allemande qui prévoyaient, grâce à cette collaboration sur place, de faire participer des militaires et autres conseillers aux futures frappes contre la Russie directement en Ukraine. En couverture, on fournit les Ukrainiens, mais dans la réalité, ce sont les conseillers militaires des industries d'armement qui utiliseront les armes livrées pour une raison fort simple, ils sont les seuls à savoir les utiliser. Ah, on se souvient que Pistorius, le ministre allemand de la Défense, dans les écoutes de l'armée de l'air allemande, est le vote en guerre du gouvernement Scholz, contrairement au chancelier. Voici ce qu'il a dit jeudi concernant un éventuel conflit européen. Nous devons assurer la dissuasion pour éviter que les choses n'en arrivent à l'extrême. Il a pris la parole jeudi 6 juin lors d'une séance de questions au gouvernement au Bundestag. Il a demandé à ce que la capacité opérationnelle de l'armée allemande soit rapidement augmentée. Nous devons être prêts pour la guerre d'ici 2029, a-t-il fixé comme objectif. Il justifie cette nécessité en rappelant les intentions belliqueuses du Kremlin. Il va sans dire que nous ne devons pas négliger notre propre défense et notre préparation opérationnelle. L'économie de guerre de Poutine travaille à l'élaboration d'un nouveau conflit. La Russie est depuis longtemps passée à une économie de guerre et continue de s'armer. Il ne faut pas croire que Poutine s'arrêtera aux frontières de l'Ukraine. S'il en arrive là, la Russie représente également une menace pour la Géorgie, la Moldavie et l'OTAN, a alors expliqué le ministre allemand lors de sa prise de parole. Nous, l'économie de guerre, tous les experts l'affirment, elle n'est plus absolument à notre portée, à part Dassault, propriétaire du très va-t-en-guerre Figaro. Aucune entreprise en France n'est en mesure de s'aligner sur l'effort de guerre russe. Résultat de casse complète de notre industrie depuis au moins 20 ans. Ah, la mascarade Zelensky à Paris vendredi à l'Assemblée nationale restera dans les annales. Il tente par tous les moyens de faire entrer la France dans la guerre sous le regard bienveillant du chef de l'État français et de ses proches. Il multiplie les comparaisons entre le débarquement de Normandie et ce qui se passe en Ukraine. Le message est donc limpide. Il passe ici de la Seconde à la Troisième Guerre mondiale. Le plus délirant, c'est l'inversion de tout. Rendez-vous compte, il réclame plus d'engagement de la manière suivante. Pour la paix, il faut plus. Ce n'est pas un reproche, il faut faire plus aujourd'hui pour être demain plus proche de la paix que jamais. Plus d'armes, plus de guerre pour la paix. Il faut entendre vraiment le côté délirant du propos. Pour avoir la paix, que nous avons en France d'ailleurs, par exemple, à ce que je sache, il va nous falloir entrer en guerre. Qui pourrait gober ça ? Et le chef d'état-major de l'armée de terre, Schill, explique que les Français sont prêts en Ukraine à faire des sacrifices. Écoute, parle pour toi, mon gars. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement par la peur continue de plus belle. Dernière en date, le fameux réchauffement climatique de nature anthropique. Les avertissements sont nombreux et sévères. Ce mercredi, l'Observatoire européen Copernicus a annoncé que mai 2024 avait été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde, devenant le 12e mois consécutif à battre son propre record. Le même jour, l'Organisation météorologique mondiale, OMM, a averti qu'il est à 80% probable que la température moyenne annuelle du globe dépasse temporairement de plus de 1,5 degrés Celsius les niveaux pré-industriels 1850-1900 pendant au moins l'une des 5 prochaines années. Le monde se rapproche aujourd'hui de plus en plus des limites fixées par l'accord de Paris de 2015, même si la limite sera considérée comme atteinte lorsqu'un réchauffement de 1,5 degrés Celsius sera observé en moyenne sur plusieurs décennies, ce qui n'est pas encore le cas. Le réchauffement est le fruit des émissions de gaz à effet de serre causées majoritairement par l'utilisation massive des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, qui se situent à des niveaux records. Quelques 53 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an sur 2013-2022. Ils étaient de 55 milliards pour la seule année 2022. Un autre effet a également joué, soulignent les scientifiques, un moindre refroidissement occasionné par des particules polluantes dans l'air qui réfléchissent le soleil et permettent la formation de certains nuages. C'est quand même marrant qu'on ait un temps si pourri, pluvieux, froid depuis des mois en France. Mais les idiots utiles du réchauffement climatique vous répètent ad nauseam que même cela, c'est lié au réchauffement climatique. C'est comme les pluies asséchantes. Tout est lié au réchauffement. Il fait chaud, c'est le réchauffement. Il fait froid, c'est le réchauffement. Il pleut, c'est le réchauffement. Il ne pleut pas, c'est le réchauffement. Il en va de la météorologie comme de la psychanalyse. Tout s'explique par un facteur unique. Le sexe pour les psys, le réchauffement
pour les climatologues. En même temps, c'est très rémunérateur comme technique. Il ne faut pas négliger la notion de diversion aussi par rapport à toutes ces stratégies de la peur. Voyez ce qui se passe avec l'audition d'Anthony Fauci par le Congrès américain. C'est en ce moment, mais nos médias à la solde se font très discrets sur le sujet. Des républicains affirment que l'immunologiste de 83 ans a contribué à déclencher la pandémie en approuvant des financements transmis à des scientifiques chinois qu'ils accusent d'avoir créé le SARS-CoV-2. L'ancien visage de la lutte contre l'épidémie aux USA a été pressé de questions par des républicains de la sous-commission de la Chambre des représentants sur la pandémie à propos de ses connaissances en matière d'expérience dite de gain de fonction qui vise à modifier le virus afin de trouver des moyens de les combattre. Tout aussi ennuyeux pour lui, des fuites sur des expériences immondes auxquelles il se livrait sur les animaux, dont notre premier animal de compagnie, le chien. Autre diversion aussi, aux États-Unis, le procès Trump. L'ancien président a été très explicite face à cette justice politique qu'il vise. Il a affirmé dans une interview diffusée dimanche sur Fox News qu'une peine de prison pourrait être un point de rupture pour ses soutiens. Vous savez, à un certain moment, il y a un point de rupture. Il a dans la foulée laissé éclater sa colère, dénonçant un procès très injuste. Il a promis de faire appel de cette arnaque une fois sa peine prononcée le 11 juillet. Il a aussi accusé Biden et sa bande d'être des malades et des fascistes responsables de ces déboires judiciaires. Sur le front de la délinquance, une véritable menace existentielle pour le peuple français, cette fois-ci, le dernier week-end a été particulièrement sanglant à Bordeaux. Ville de province, longtemps épargnée par la surdélinquance, mais plus du tout depuis quelques années. La ville est rapidement hissée à la 2e place du podium des villes françaises les plus dangereuses. Un mort dans la grande avenue face à la gare, le cours de la Marne. Un jeune homme victime d'un coup de poing est tombé, inconscient, sur le trottoir. Il est mort sur place malgré l'intervention rapide des secours. Et un homme de 50 ans a été poignardé. Cours Portal, dans le quartier des Chartrons, ce père de famille a eu le culot de refuser une cigarette avec le mauvais prétexte qu'il n'en avait pas. À Bordeaux, ne pas fumer nuit gravement à la santé. Il se dit que la ville de la cité, que la cité de Montaigne, de Montesquieu et de tant d'autres moins illustres est devenue méconnaissable. Un cloaque, un coupe-gorge, je n'arrive pas à le croire. Information de dernière minute, Nicolas. Je pense que vous allez exulter. Ah bon ? Oui, JO de Paris 2024, la baignade d'Anne Hidalgo dans la Seine probablement reportée. Non, c'est lol là, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. La baignade dans la Seine de la maire de Paris, Anne Hidalgo, initialement prévue dimanche 23 juin, avant les Jeux Olympiques 26 juillet 11 août, sera probablement reportée en raison notamment d'un fort débit d'eau, a-t-on appris vendredi auprès de la ville. En raison des fortes pluies du mois de mai et du débit très fort du fleuve, la baignade de 23 juin sera probablement reportée, a indiqué la ville à l'AFP. Encore un coup du réchauffement climatique alors. La date de report la plus probable est celle du dimanche 30 juin. Le préfet de police Laurent Nunez et le préfet de région Marc Guillaume ont également été invités à plonger. Nunez à la baille! L'équipe de France de nage en eau libre, qui a envisagé de s'entraîner dans la Seine lundi 10 juin, ne le fera pas. Il est logique qu'on ne pouvait pas nager parce qu'il y a un courant de dingue, a expliqué à l'AFP Stéphane Léocard, directeur technique national de la nage en eau libre, qui n'est toutefois pas inquiet. Depuis le 1er juin et la mise en service de 2 jours avant du bassin de rétention d'eau pluviale et usée d'Austerlitz, d'une capacité de 50 000 mètres cubes, des prélèvements quotidiens sont effectués en amont du site olympique. En cas de précipitation intense, de l'eau non traitée, mélange de pluie et d'eau usée, peut être rejetée dans le fleuve, un phénomène que les ouvrages de rétention ont vocation à empêcher. À 7 semaines de JO, le suspense demeure sur la tenue des épreuves olympiques depuis les test events qui ont dû être en grande partie annulés. La qualité de l'eau ne correspondait pas aux standards européens basés sur 2 critères de bactéries fécales, Escherichia coli et Enterocoque. Outre le débit mesuré début juin, 4 à 5 fois plus rapide qu'attendu, rendant la baignade dangereuse, le volume des précipitations depuis novembre et l'absence de soleil qui tue les bactéries ont eu un impact sur la qualité de l'eau. Pas de soleil, de la flotte tous les jours, il n'y a pas de doute, c'est encore un coup du réchauffement climatique. De géo-ingénierie fomentée par des Russes. Ah non, les chemtrails, tout ça, c'est du complotisme, comme les chemsex de Palmade. Non, on n'y croit pas quand même. Il est question de la Russie de Poutine.
Quoi, vous croyez en fait que c'était Poutine qui conduisait la voiture de Palmade? Mais non, je vous parle chemtrail. Ok. Je vais quand même demander au général Pélestrangui de BFM pour Palmade. On sait jamais. Vous savez, le général d'opérette qui zozote. C'est fou comme il zozote, il zozote, il zozote. Il était très en colère cette semaine, le pépère. En tous les cas, si on veut un dîner avant la fin de l'année, moi j'ai mon champion du monde, le nouveau Monsieur Pignon. Eh bien voilà, chers auditeurs, vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde, nous a rejoint. Mais on se marre, c'est l'essentiel, je crois, dans la vie, essayer de rire de ce que l'on fait. Et tout en informant, en essayant de faire œuvre utile. Donc Dimitri de Koshko, on rappelle, le fondateur de Stop Russophobie, journaliste pendant plus de 20 ans, il n'est pas 30 ans à l'AFP, entre autres. Président de France Oural. Ouais, de l'association France Oural. Et on en dira plus aussi tout à l'heure. Il va intervenir avec moi dans le grand angle où nous aurons la chance et l'honneur de recevoir Alexandre Artamonov, dont je vous ai parlé aussi, journaliste, ancien journaliste de La Voix de la Russie, journaliste de La Pravda. C'est la vérité. C'est ça, là. Oui, c'est la vérité. Oui. Je ne pensais pas qu'un jour je recevrais sur Radio Courtoisie un journaliste de la Pravda. C'est ce que Yvan Blot, à un moment donné, appelait l'inversion des pôles. C'est-à-dire que l'empire du mensonge allait changer, il passerait de l'Est à l'Ouest. On verra avec lui, en tout cas, tout à l'heure, le problème de la... Enfin, pas le problème, la guerre en Ukraine, mais vue de Russie. Mais avant cela, nous avons aussi, en Zoom cette fois-ci, dans notre studio virtuel. Pour sa chronique, qui ne sera pas, comme le jingle l'indique, cette fois-ci, c'est une semaine sur deux, une chronique financière, mais la chronique géopolitique de Raphaël Beslu, qui est, je le rappelle, le directeur de publication de Géopolitique Profonde. Bonjour Raphaël, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour Nicolas, bonjour Lara, monsieur de Koshko et tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Oui, je vous entends. Très bien, bien réveillé. Je vous trouve bien frais là. Oui, ça va, c'est ouais, bien. Très bien. Tant mieux, tant mieux. Je crois que vous préparez vos valises en plus. Vous venez à Paris là prochainement, je crois, non ? Absolument, lundi 5h du matin pour ensuite participer à la soirée de géopolitique profonde où on aura plus de 400 personnes le 10 juin. Voilà. Donc beaucoup de, comme dit Mike Borowski, de VIP, de very important person. Beaucoup de personnes importantes. Et d'ailleurs, autour de ce plateau, les personnes seront présentes, dont Dimitri de Koshko. Alors, mon cher... Il dit des personnes premium. Et c'est particulier, il dit des personnes premium. En plus, on peut dire ce qu'on veut de Mike aujourd'hui, puisqu'il n'est pas présent. Il ne sera pas présent dans le studio. Et en plus, faites attention, samedi prochain, il peut se rattraper. Je vais lui piquer son créneau pour une... Enfin, je vais lui piquer. Moi, je ne fais que faire des relèves. Et quand les patrons d'émissions ne sont pas là, ces émissions passent. C'est comme ça. Bon, Raphaël, quelle est votre chronique aujourd'hui ? Nous sommes tout oui. Alors, la chronique va concerner directement le sujet qui sera traité lors du grand angle et qui concerne l'actualité de la guerre russo-ukrainienne, mais sous l'angle anglo-saxon. Il se passe des choses très intéressantes et comme je pense que beaucoup de Français ne sont pas forcément anglophones, il est important de surveiller ce qui se passe aux États-Unis. Et il y a eu une interview extrêmement intéressante et importante réalisée par Tucker Carlson avec Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, qui est un économiste de renom, aussi un consultant en stratégie de manière générale. Il a été présent physiquement au Kremlin lors de la dissolution de l'URSS. Il était en face de Eltsine lorsqu'il a appris officieusement, c'est-à-dire avant l'annonce officielle, la fin de l'URSS. Donc, il a une expérience à la fois diplomatique et économique très conséquente. Et cette interview de Tucker Carlson, donc, qui a eu lieu le 28 mai, est extrêmement intéressante car on a eu droit à une synthèse magistrale, je pense, du conflit russo-ukrainien pour répondre à la question suivante, c'est-à-dire est-ce que la Russie est provoquée ou non ? Est-ce que la Russie a été provoquée ou non ? Est-ce que la Russie représente finalement l'ennemi du monde occidental sans raison valable, étant donné que c'est le narratif que l'on observe aujourd'hui, qui est imposé de force, à la fois sur le sujet des élections européennes, mais aussi sur le narratif américain, c'est-à-dire du complexe militaro-industriel. Et donc, je vais tout simplement rapporter certains de ces propos et j'inviterai tous les auditeurs à consulter cet entretien
à la fois donc directement sur le site de Tucker Carlson, et pour les non-anglophones, vous avez le canal Telegram, par exemple, de Laurent Ozon, où je lui ai passé l'entretien qui est intégralement sous-titré en français. Donc pourquoi cet entretien est très intéressant? C'est-à-dire qu'on a droit à une analyse très poussée de la stratégie anglo-saxonne véritablement, c'est-à-dire les velléités de l'Angleterre initialement. Il faut savoir que la désignation de l'ennemi russe ne date pas forcément tout simplement de l'impérialisme américain et de l'hégémonie américaine, mais on a pu découvrir que lors de la guerre de Crimée, c'est-à-dire entre 1853 et 1856, on avait le Premier ministre britannique qui s'appelle Lord Palmerston, qui avait déjà dressé un plan au niveau de la mer Noire et qui considérait la Russie comme un ennemi absolument à abattre. Et il y avait une stratégie qui a été développée pour essayer d'avoir en fait un contrôle militaire dans la zone de l'Europe centrale et essayer de contrôler au maximum l'Eurasie. Une stratégie qui a été ensuite reprise par Zbigniew Brzezinski, bien évidemment. Et Zbigniew Brzezinski qui a dressé en fait tout un calendrier qui est aujourd'hui suivi par les politiques néoconservateurs américains, un calendrier qui a été suivi véritablement à la lettre. Donc, il me semble très intéressant de tout simplement refaire la chronologie des événements au niveau de la relation entre la Russie, les États-Unis, ou en tout cas l'Occident. C'est-à-dire, il faut se souvenir de comment s'est développée l'OTAN et quelles ont été les relations entre la Russie, l'Europe et surtout les États-Unis avec la chute de l'URSS. Il faut savoir que Brzezinski avait prévu un calendrier, c'est-à-dire il fallait absolument que dans les années 90, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque puissent rejoindre tout simplement l'OTAN. Ensuite, dans les années 2000, il fallait que ce soit les pays baltes. Et entre 2005 et 2010, il fallait inviter l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. La Russie, finalement, on apprend grâce à Jeffrey Sachs, qui encore une fois était présent à l'intérieur même du Kremlin et avait des relations très développées avec les autorités russes, que la Russie voulait la paix. La Russie, lorsqu'elle a supprimé en fait le traité, donc le pacte de Varsovie, c'était une sorte de main tendue pour stopper la guerre froide et tendre la main à la fois à l'Europe et aux États-Unis pour une coopération et stopper les tensions et les risques très importants de guerre nucléaire qu'il y avait lors de la guerre froide. La Russie, en fait, finalement, a toujours tendu la main pendant de nombreuses années, c'est-à-dire presque une, voire 2 décennies, aux États-Unis, et on se rend compte que les néoconservateurs ont toujours refusé cette main tendue, ont décidé de mentir intégralement et de continuer à développer leur stratégie pour maintenir l'hégémonie américaine, ce fameux impérialisme américain. Et on peut l'observer très simplement avec l'évolution de l'OTAN. Il faut se souvenir donc que on a quand même des événements importants, comme en 1999, c'est-à-dire il faut se souvenir que Belgrade a été bombardé quand même pendant plus de 70 jours, qu'on a disloqué la Yougoslavie pour transformer pour essayer de détruire la Serbie et de développer le Kosovo en tant que l'une des bases les plus importantes de l'OTAN au sein de l'Europe centrale. Ensuite, en 2002, les États-Unis se sont retirés en fait des traités sur les missiles antibalistiques. En 2004, on a donc bien 7 pays qui ont rejoint l'OTAN, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie et la Slovénie. On a en 2007 Poutine qui a tenté, lors de la conférence de Munich, de dénoncer la problématique de cette extension des bases de l'OTAN et de la présence américaine sur le territoire européen. Et Jeffrey Sachs nous apporte encore une fois de nombreux éléments pour nous dire que lors de cette période-là, de nombreux politiciens européens, de diplomates européens, étaient contre cette stratégie américaine. C'est-à-dire qu'ils voyaient vraiment le risque que cela pouvait amener pour l'Europe et finalement, en fait, forcer l'Europe à entrer dans une guerre qui serait tout simplement une catastrophe, à la fois potentiellement humaine, bien évidemment, mais aussi économique. On a en 2008 donc Bush qui a tout simplement décidé de pousser la stratégie contre ces fameuses discussions qu'il pouvait y avoir en interne avec les politiciens issus de l'Union européenne. Il faut se souvenir bien évidemment de Euromaïdan en 2014, c'est-à-dire qu'il faut bien penser que Yanukovych était un ennemi pour les États-Unis parce qu'il avait une position bien trop neutre. Il tendait beaucoup trop la main avec la Russie et l'Ukraine devait absolument être contrôlée par les États-Unis. Et donc, on a pu assister au coup d'État d'Euromaïdan, qui est la spécialité d'ailleurs des stratégies de la CIA, c'est-à-dire spécialisée dans les coups d'État et les changements de régime à travers le monde. Une fois que ce coup d'État est apparu,
on a pu avoir différents traités qui ont essayé d'être développés, c'est-à-dire les accords de Minsk 1 et 2, et on a eu droit, je vous le rappelle quand même, à des révélations absolument hallucinantes d'Angela Merkel, qui avait tout simplement expliqué, malgré les propos même qui étaient dans le traité de Minsk, qui normalement visait en fait une coopération globale, c'est-à-dire que c'était tout simplement pour donner du temps à l'Ukraine pour s'armer. On a aussi eu un canular, même si François Hollande dit que ses propos ont été déformés. François Hollande, ancien président de la France, aussi, lors d'un canular fait par des humoristes russes, a pu révéler aussi la même chose, c'est-à-dire que les accords de Minsk avaient tout simplement cet objectif-là. Parmi toutes ces révélations, tout ce résumé que l'on peut voir de Jeffrey Sachs lors de cet entretien donc avec Tucker Carlson, Jeffrey Sachs nous donne quand même un rappel très important, c'est-à-dire qu'au sein même des États-Unis, il y a différents lobbies qui s'affrontent, mais que malheureusement, c'est vraiment toute une caste néoconservatrice qui a pris le pouvoir. Et il faut se souvenir d'un coup d'État très important. Il y a eu un changement de régime important, c'est-à-dire avec l'assassinat de Kennedy, c'est-à-dire en 63. C'est un événement marquant. Et l'État profond américain renouvelle ses élites, entretient ses élites à la fois par le biais des universités et des écoles politiques, pour développer une stratégie néoconservatrice qui aujourd'hui est absolument catastrophique, dans le sens où il y a une volonté unilatérale de développer, de maintenir l'hégémonie américaine, quel qu'en soit le prix, et l'Europe sera la première à souffrir. Et ce qui semble étrange, c'est de voir que malgré tous les événements géopolitiques qui peuvent arriver au sein de l'Europe, qui pénalisent l'Europe, les pays de l'Union européenne, en tout cas, se taisent. Souvenez-vous de Nord Stream, qui est une catastrophe économique, par exemple, pour l'Allemagne. Eh bien, l'Allemagne s'est tue. Et l'Allemagne se laisse faire. Donc, c'est de nombreuses questions qu'il faut se poser sur l'intérêt de suivre cette stratégie néoconservatrice ou non. Et encore une fois, même si on ne peut pas parler des élections européennes qui vont avoir lieu, on ne doit pas faire preuve d'ingérence. Le narratif qui semble s'imposer aujourd'hui montre tout simplement une stratégie américaine qui doit nous inquiéter fortement sur le statut des différents pays de l'Union européenne, dont la France, comme étant simple vassal des États-Unis. Et pour terminer, parce que je ne sais pas combien de temps il me reste exactement, je souhaite simplement rappeler un texte qui a été adopté par le Parlement européen, que je vous invite tous à regarder, qui nous montre et qui doit fortement, à mon avis, nous inquiéter sur les années à venir. C'est ce qu'on appelle la recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2023. C'est-à-dire que c'est donc une commission au vice-président de la commission, au représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les relations UE-États-Unis adoptées à la majorité. Lorsque vous lisez les conditions, les préparatifs, le préambule de ce texte de loi, il est écrit tout simplement: considérant que les États-Unis sont le principal allié de l'Union européenne, que le partenariat transatlantique repose sur des liens politiques, culturels, économiques et historiques forts et des valeurs partagées telles que la liberté, la démocratie, la promotion de la paix et de la stabilité, les droits de l'homme et l'état de droit, ainsi que défendre la démocratie contre la montée de l'autoritarisme dans le monde. Vous avez différents types donc, de récapitulatifs. Il y a clairement la Russie qui est désignée en tant qu'ennemi, il y a la Chine qui est désignée en tant qu'ennemi, donc on voit cette séparation entre le bloc occidental et le bloc des BRICS, mais il y a un alinéa qui, à mon avis, est absolument à retenir, et je vais vous le lire, c'est tout simplement le AI, qui explique tout simplement: il faut poursuivre la coopération essentielle entre l'Union européenne et les États-Unis, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique, afin de soutenir le processus de réforme en Ukraine en vue de son intégration européenne, ainsi que les engagements pris à propos de son adhésion à l'OTAN. Donc, lorsqu'on cumule tout ça, ça permet de continuer d'avoir des éléments de plus en plus objectifs, factuels, pour nous montrer qu'il y a un mensonge intégral de la stratégie néoconservatrice qui nous mène à la guerre. Et lorsqu'on surveille les différents propos des politiciens en Europe, comme Emmanuel Macron, lors de la commémoration du débarquement de Normandie, il faut fortement s'inquiéter de la guerre qui semble arriver, car comme le dit Jeffrey Sachs à la fin de cet entretien de Tucker Carlson, nous sommes au bord de la falaise. Je fais une traduction littérale car on n'a pas le droit de parler anglais ici. Nous sommes au bord de la falaise et il faut absolument dire la vérité, car il en va de l'avenir, je pense, de l'humanité. Car évidemment, nous sommes devant des menaces nucléaires et une stratégie américaine qui refuse d'arrêter sa folie intégrale. Voilà. Merci. Et encore une fois, je le rappelle, je terminerai juste. Vous pouvez consulter cet entretien à la fois sur le site directement de Tucker Carlson, et si vous n'êtes pas anglophone, vraiment, vous allez sur le canal de Laurent Ozon et vous avez l'entretien sous-titré en français. Voilà. Ben merci beaucoup, Raphaël. On notera en effet qu'il faut dire la vérité. Et puis, et ça tombe bien puisque nous sommes interdits, à juste titre d'ailleurs, de toute propagande électorale veille d'élection.
européenne, donc nous respectons une stricte neutralité, nous n'avons parlé et nous ne parlons d'aucun candidat à cette élection. Mais on note bien en effet que de toute façon, quels que soient les résultats électoraux, eh bien cela ne changera pas dans les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, selon l'Union européenne. Un grand merci pour ce condensé finalement d'interview, de l'interview de l'ineffable Tucker, que Lara adore. Oui. Tucker Carlson. Toujours très pertinent. C'est vrai qu'on l'aime bien, notre Tucker, ici, en tout cas, dans ce livre journal de géopolitique profonde. Merci beaucoup, Raphaël Beslu. Merci à vous. Et puis, merci à vous. On se retrouve très vite, entre autres en France, et lundi soir pour une fête qui sera mémorable, à n'en pas douter, pour géopolitique profonde. Eh bien, je crois que c'est le moment, eh bien, mon cher Arnaud, de passer un petit bobino. Formidable. Merci, Arnaud. So sprach Zarathustra. Dis la vérité. Et Zarathustra aujourd'hui, c'est Alexandre Artamonov. Que nous recevons avec Lara Stam et Dimitri Tkochko. Bonjour Alexandre Artamonov et puis bienvenue sur Radio Courtoisie. Vous nous entendez ? Bonjour tout le monde. Ravi de vous voir, ravi de vous entendre. J'espère que le son est bon parce qu'en fait, je vous parle de la banlieue moscovite. Donc c'est un peu excentré par rapport à vos studios, mais bon, je suis en ligne, comme on dit. On va essayer de faire en sorte que Est-ce qu'on m'entendait ? Oui, on vous entend. C'est déjà bien. Si à un moment donné, il y a un peu trop de friture sur la ligne, nous avons de toute façon Dimitri Tkochko, journaliste, expert, j'ai presque envie de dire géopolitologue, en tout cas pas loin, connaissant bien le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Il est aussi un des fondateurs de Stop Russophobie. Vous avez, je pense, beaucoup de travail actuellement, Dimitri. Beaucoup. C'est comme vous avec la revue de presse, vous voyez. En tout cas, bonjour Alexandre. Je suis très heureux qu'on puisse l'écouter parce que Alexandre Artamonov, aujourd'hui, c'est un expert qui est interrogé sur beaucoup de chaînes de télévision en Russie, alors qui joue, et notamment sur les questions militaires dont il est spécialiste, mais il vous le dira. Et c'est pas du tout la même chose que les gamelins de plateau que nous, on a à subir. Et d'ailleurs, les gamelins, on sait comment ça se termine en général, par une belle débandade. Donc vous êtes Alexandre Artamonov, vous avez fait des études entre autres en France. En France, à l'Institut catholique de Paris, c'est bien ça. Je suis sûr que vous en avez gardé un excellent souvenir. Oui. Vous êtes un spécialiste de l'aéronautique militaire. Et ça, vous avez donc commencé votre carrière dans l'aéronautique, dans l'industrie aéronautique. Vous avez été conseiller d'ailleurs aussi en aéronautique civile du ministère des Transports en Russie, et ce de 2006 à 2011. Vous êtes pleinement investi aujourd'hui Affirmatif. Vous êtes pleinement investi aujourd'hui dans les médias. Vous êtes directeur du service français du consortium médiatique public Rosia Segodnia. Est-ce que c'est bien Russie d'aujourd'hui. Russie d'aujourd'hui. Russie et Sivogne. Voilà, c'est mieux avec l'accent. C'est vieux de 10 ans à peu près, cher collègue. Donc, je veux dire, la Russie et Sivonia, c'est un dossier classé. Donc, c'est un peu loin dans le temps, si je puis dire. Voilà, juste pour rectifier le tir, si on m'entendait toujours. Oui, mais avec un décalage. Donc, avec un décalage. Donc, on va essayer de continuer. Si on n'y arrive pas, écoutez, on essaiera de trouver un autre moyen de prendre contact avec vous. Vous êtes désormais rédacteur en chef du service français de Pravda RU. C'est bien ça ? Vous travaillez avec la Pravda, média international. Et alors, premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, Alexandre Artamonov, c'est vous avez pu constater les cérémonies pour le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, où on avait appris dans un premier temps que Vladimir Poutine ne serait pas invité, et puis finalement mais dans un premier temps ça devait être uniquement Vladimir Poutine, et puis dans un second temps on apprend que l'ensemble des officiels russes
ne seront pas, donc ils ont été, j'imagine, désinvités en cours de route par la puissance invitante, c'est-à-dire par la France. Donc j'aimerais savoir comment c'est perçu, alors que bien vous êtes la Russie, au travers l'Union soviétique, l'un des acteurs principaux de la victoire contre l'Allemagne nazie, que le débarquement de Normandie n'aurait pas pu se faire tel qu'il s'est fait, en tout cas, s'il n'y avait pas eu un autre front à l'Est. Et donc j'aimerais savoir un petit peu comment c'est ressenti en Russie par l'opinion publique et comment c'est traité par les médias, ce fait que, la Russie et le rôle de la Russie, finalement, dans la libération de la France et de l'Europe du joug nazi n'a pas été célébré. Alors, je pense, mais alors, je ne sais pas ce qu'Alexandre dirait, mais dans l'ensemble, les Russes, l'opinion russe en tout cas, n'a pas été vraiment sensibilisée parce que pour eux, le 6 juin, c'est pas vraiment une énorme date, bien que ça corresponde quand même à enfin l'ouverture du second front qui était réclamé par, bon, je suis désolé d'en parler parce que je l'aime pas beaucoup, par Staline, depuis en fait plus d'une année. En fait, il avait commencé à le réclamer depuis 42 en fait. 42. Mais en 43, il a évidemment insisté et les Américains ne faisaient pas exprès pour que les anglo-saxons en général, pour que la Russie puisse être affaiblie. Enfin, la Russie, l'Union soviétique, mais pour qu'elle puisse être affaiblie. Puis quand les soviétiques ont trop avancé, là, ils se sont un peu réveillés, ils ont accéléré les choses. Alors, il ne s'agit pas de nier le fait qu'ils ont débarqué, qu'ils ont bombardé certaines villes françaises, même un peu après le débarquement, même pour bien faire. Mais il n'empêche que c'est pas l'élément fondamental pour la défaite du nazisme, si vous voulez. Alors, les Russes ont un peu découvert l'affaire du 6 juin quand Poutine était venu, justement. Quand il y a eu le fameux format Normandie aussi, pour les accords de Minsk, qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, n'ont été signés que pour gagner du temps et préparer l'armée ukrainienne au format de l'OTAN, en formant à peu près 10 000 hommes par an, hein, pendant 8 ans quand même, hein, plus toutes les fortifications qui ont été construites le long de la ligne entre le Donbass et le reste de l'Ukraine, puisqu'il y a eu au moins 3 lignes dites Maginot, en utilisant les souterrains, les refuges qui avaient déjà été faits du temps soviétique. Alors ça s'est notamment vu beaucoup à Soledar, à Bakhmout, oui. Qui ont été tellement difficiles, évidemment, à prendre, hein, surtout en économisant les hommes. Parce que c'est ça la nouvelle, entre guillemets, tactique russe, en quelque sorte, c'est d'économiser les hommes, ce qui n'a pas été le cas. C'est ce qui n'a pas été le cas à l'époque soviétique. Les experts de plateau dont vous parlez tout à l'heure disent tout à fait l'inverse. Oui, parce qu'ils inversent tout. Ils inversent tous les problèmes de l'armée otano-kievienne. À ce propos, la guerre russo-ukrainienne, comme on aime à le dire, même quelqueusement, même chez nous, en tout cas, maintenant vous reconnaissez que c'est une guerre. C'est pas une opération spéciale. Ah bah maintenant c'est devenu une guerre. À partir du moment où Johnson a ordonné aux autorités kieviennes de ne pas accepter les modalités de l'accord de paix qui avait été, disons, auquel ils étaient arrivés entre négociateurs ukrainiens et russes en mars 22. Eh bien, évidemment, c'est devenu une guerre. Et du reste, les choses ont changé, les tactiques ont changé. Puisque vous aviez avant réellement une opération militaire spéciale. Alors on dit l'invasion de l'Ukraine. Vous n'envahissez pas un pays comme l'Ukraine avec 120 000 hommes. Surtout quand vous en avez 300 000 en face. C'est une absurdité. Donc au niveau du vocabulaire, il faut quelquefois revoir. Et même le mot ukrainien, il faut le revoir. Et ça, justement, en liant avec le 6 juin, ils invitent Zelensky, je pense que vous allez en reparler, mais ils invitent Zelensky. Zelensky représente un pays où il y avait la moitié qui était avec l'armée rouge et l'autre moitié qui était avec l'armée nazie. Oui, mais enfin, les soviétiques étaient quand même, avec le pacte Molotov, jusqu'en 1942 avec les nazis. On va tout rappeler. C'était pas avec les nazis. Ils n'étaient pas avec les nazis. Avec un petit bémol sur le fait que le premier Français, lors du débarquement qui a été tué par un Ukrainien nazi. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Non mais là je sens que c'est une petite illustration émotionnelle. Voilà, une émission de radio, il doit y avoir un peu de désaccord parfois et de discorde. Donc je vais, comme c'est mon habitude, je me sacrifie
pour mettre du pluralisme dans ses émissions et dire autrement ou faire remarquer aussi certaines choses. En tout cas, je crois qu'on a à nouveau Alexandre Artamonov dorénavant en ligne. Est-ce que vous nous entendez mieux? On va tester tout de suite. Je vous entends parfaitement, 5 sur 5. Formidable. Et puis nous, on vous voit en même temps, donc c'est très bien. Restez comme ça, parce que si vous me voyez, si je commence à gesticuler, c'est que j'aurais envie juste que passer à autre chose ou une autre question. Mais on va vous écouter maintenant donc sur ce premier thème, vu le conflit ukrainien vu de Russie. Et je voulais savoir comment était vécu en Russie finalement ces cérémonies du débarquement, le 80e anniversaire des cérémonies du débarquement, sans la Russie. Et avec l'Ukraine de Zelensky. Écoutez, ce qui nous a beaucoup choqué déjà, c'est la perception de la victoire, victoire 1945, en France, par les Français d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a comparé un peu les analyses présentées par l'IFOP de la vision qu'avaient les Français de la victoire il y a à peu près 70 ans, 80 ans. Enfin, si je vois bien, alors après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, 60% des Français étaient sûrs que l'Union soviétique l'a emporté sur le nazisme avec les Alliés, ça s'entend. Alors, 75, 80 ans plus tard, on nous dit non, il y a juste 20% de Français qui perçoivent les événements comme je viens de l'annoncer. Parce qu'en fait, justement, 20% croient que c'est l'Union soviétique qui a participé à la guerre, et qui en fait a gagné la guerre avec les Alliés, et puis 80% de la nation française sont sûrs que c'est les États-Unis. Ils ont emporté qu'en fait la Russie, l'Union soviétique dans le temps, était aussi bien imprégnée des empreintes des idées nazies que donc le Troisième Reich, alors que c'était la guerre entre les deux formes d'extrémisme militaire, si je puis dire. Alors, c'est un peu la vision qu'ont les Français d'aujourd'hui. Enfin, ça choque beaucoup les Russes, oui. Parce qu'en fait, on commence à connaître ce qui se passe en France. Avant, il y avait plutôt une vision romantique de la France, très, très, très influencée par Normandie Némen, enfin, tout ce qui était, donc, escadrille française, ceci, donc un peu à la France, la libération, la résistance. Et puis maintenant, les gens commencent à se creuser un peu le ménage, à se poser des questions, et ont une vision corrigée, rectifiée par rapport à ce que ça a été avant. Et là, si vous voulez, c'est vraiment un peu dommage. C'est le moins que je puisse dire, puissant euphémisme, parce qu'en fait, la France perd un peu de son charme par rapport à ce que les Russes croyaient avant. En plus, Emmanuel Macron y a beaucoup contribué avec ses idées tout à fait déplacées. La présence de Zelensky, qui, lui, s'est attiré un peu les faveurs de Washington, aussi bien de Paris, en disant, voilà, c'est nous, les Ukrainiens, qui, en fait, ont participé. Et puis, donc, là, je fais écho aux paroles que je viens d'entendre. D'ailleurs, si vous ne m'entendiez pas, moi, je vous entendais très bien, de Dimitri de Koshko. Donc, il y avait raison de dire que, en fait, il y a aussi un peu le torchon qui brûle, donc cette vision, à corriger, cette philosophie à corriger entre la Russie et l'Ukraine. C'est vrai que les Ukrainiens ont massivement participé à la libération de l'Europe, et en fait, c'est partie de l'Union soviétique. Personne ne voudrait donc les priver de leur mérite, si je puis dire, en tant que peuple, en tant que nation. Mais pour les Russes, anciens soviétiques, les Ukrainiens faisaient partie du peuple soviétique, ensemble avec les Russes, les Biélorusses, enfin un peu tous les peuples de la Grande Russie, aussi bien que de l'Union soviétique avec les républiques asiatiques qui viennent de s'émanciper de l'influence russe, donc ou de se coloniser, comme on dit très souvent en Europe, il y a à peu près 30 ans. Alors maintenant, le tout est de savoir, tout est d'y voir clair, si je puis dire. Donc, si on révise un peu le classique, on sait très bien quelle a été un peu la contribution du peuple russe par rapport aux autres peuples dans cette victoire. Et puis, ce serait vraiment dommage de voir que à l'étranger, à savoir en France, on commence donc à réviser les classiques, un peu donc réviser l'histoire, si je puis dire, en essayant donc de faire le tri entre les Russes, les Ukrainiens, les Bouriates, si vous connaissez le nom de ce peuple, bon, les Tchétchènes, bien sûr, les autres. Donc,
La vision correcte serait de dire quand même que c'était l'Union soviétique avec tous les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire avec tous ceux qui ont participé, et rester un peu sur ces idées-là. Puisqu'on me posait la question sur la Russie, un peu sur la vision russe de la France, hier, par exemple, j'ai participé aux travaux d'une conférence générale. On a beaucoup parlé, par exemple, de la princesse Vicky Obolensky, plus exactement, qui, elle, a dirigé en tant que secrétaire générale à l'OCM, l'Organisation civile et militaire en France, donc qui était un peu au sein de la résistance. Et je suis sûr que les Français ignorent que même le terme de la résistance a été inventé par deux scientifiques russes, en fait immigrés de l'empire des Tsars, de l'empire de Russie, qui en fait ont lancé un journal et ils l'ont baptisé Résistance, qui n'existait pas encore en France, mais ensuite qui a éclos, enfin qui a commencé à paraître. Mais tout ça pour dire qu'en fait les Russes se rappellent très bien qu'ils ont contribué à la victoire en France, qu'il y a eu 55 équipes de maquisards d'origine russe qui ont participé à la libération de la France. Il y avait même des maquis, des femmes en fait, d'un camp de concentration qui ont échappé. Donc il y a même une statue qui a été érigée en l'honneur de ces femmes-là. Et puis, on sait très bien en Russie que le général de Gaulle, lorsqu'il s'est déplacé en Russie, a demandé d'abord, même avant de voir le chef de l'Union soviétique, a demandé à saluer ces femmes courageuses qui sont venues l'accueillir, c'était dans les années 60, dans l'aéroport de Moscou. Alors, tout ça pour dire que vraiment, grande amertume, donc beaucoup de dépit, puis les gens disent quel gâchis. Que la France voudrait revenir sur ces vérités, sur ces 4 vérités qui semblaient parfaitement immuables, et donc maintenant s'appuyer un peu la tâche américaine en abandonnant cette ligne qui a été dressée par le général. Je ne porte pas le général dans mon cœur parce que, comme vous veniez de le dire, j'ai été au CEDS, Centre d'études diplomatiques et stratégiques de l'EHEDN, et je sais très bien comment l'armée française perçoit le général. Donc, un heure après que l'histoire de l'OAS, mais quand même, le général a été un grand homme. Et je voudrais aussi dire aux Français qu'il y a une statue qui a été érigée en l'honneur du général de Gaulle, pas loin du centre de Moscou. Je ne sais même pas s'il y a une statue de ce calibre en France, à Paris. Donc, il y en a une à Moscou, parce que justement, les Russes se rappellent très bien. Et vous voulez, la France reste un peu sur cette position détaché, neutre, en tant qu'une grande puissance qui a toujours combattu le nazisme aux côtés de la Russie. Force puis même constater que les Russes publient pas mal d'articles, par exemple, sur la présence de la division SS, des volontaires français qui malheureusement a combattu à Moscou, parce qu'en fait, cette division-là, est arrivé presque au refin de Moscou, était aux portes même de la capitale soviétique. Et c'est une histoire que je préférerais ignorer, mais que les Russes ont remis un peu sur table. Donc, suite à cette propagande pro-américaine qui a été organisée par les macronistes. Et une fois de plus, dommage. Je sais bien que on pourrait encore changer les choses. On pourrait, si jamais l'administration française le voudrait bien, revenir à cette vision correcte de l'amitié entre les peuples, l'amitié franco-russe, qui a été toujours présente de tout temps, à commencer par l'entente cordiale qui régnait au temps de la guerre 14 et 18. Mais il faudrait quand même qu'Emmanuel Macron, ou peut-être, qu'en sais-je, quelqu'un de son administration, quelqu'un qui viendrait après Macron, commence tout de même à revenir à ces vérités-là. Parce que nous, tout seul, on ne saurait pas le faire. Quant à la présence des Français sur le front ukrainien, malheureusement, on vient de filmer plusieurs vidéos où les combattants français se sont fait faire prisonniers par les soldats russes. Alors, la première vidéo, je viens tout juste de la visualiser il y a à peu près 2-3 jours. Et une fois de plus, c'est vraiment dommage. Parce qu'avant, on disait mercenaires américains, mercenaires français. Oui. Allô ?
Oui, allez-y, on vous entend. Parce qu'on a été déconnecté, mais je vous entends. Je ne reçois plus l'image, mais je vous entends. Très bien, écoutez, on vous entend. Donc, tout ce que je voulais dire, que avant, on se doutait un peu. Hein. On se disait, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais bon, lorsque vous voyez un type arborer une cocarde tricolore, qui crie comme ça, gorge déployée, ne tirez pas, lorsqu'un fantassin russe essaie de le sortir de son trou, alors là, il n'y a plus lieu de se douter. On voit bien ce qui est en train de se passer, on voit bien ce qui se passe pour de bon. Et puis l'histoire des propos bellicistes du président français n'arrange rien parce qu'en fait il continue à courser les choses compte tenu de ses propos. Donc l'envoi des blindés à MX-10 RC. Ensuite l'écho qui est parfaitement retentissant en Russie de cet apprentissage que les pilotes ukrainiens sont en train de passer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous écoute. D'accord. Voilà, comme je disais, les pilotes ukrainiens qui sont conditionnés par les pilotes français pour piloter les Mirage 2000. On sait que cette information a été donnée par le Figaro, c'était fin février 2023, ensuite démentie par l'Élysée. Donc ensuite, on voit Macron reprendre un peu, comme s'il défendait cette thèse, reprendre un peu les propos sur les Mirage 2000 qui seraient, je dis bien conditionnels de presse, qui seraient livrés aux Ukrainiens. Et donc, ce qui est parfaitement logique compte tenu du fait que Macron s'érige en allié de l'Amérique, des États-Unis. On sait que les États-Unis sont sur le point de livrer les F-16. Et puis, les Russes s'alarment beaucoup, sachant que Mirage 2000 est quand même un avion beaucoup plus évolué et mieux adapté aux conditions de combat, de guerre en Europe qu'un F-16, qui est un avion léger. Donc, pour vous dire que en tant que spécialiste en aéronautique, par exemple, lorsque j'ai été interrogé par mes collègues journalistes, j'ai bien dit que Mirage 2000 et Rafale aussi, mais enfin, il n'y a pas de Rafale livré aux Ukrainiens quand même. Attention, c'est bien que, c'est des avions de très haut niveau technologique, de la génération 4++, et qu'il serait vraiment dommage si on les voyait dans le ciel ukrainien, d'autant plus que si jamais ils portent des missiles Scalp EG, ou bien leur pendant britannique, parce qu'en fait c'est la technologie française qui a été reprise par les Britanniques, ces missiles-là pourraient arriver jusqu'à Moscou, sans compter les grandes villes russes, parce qu'en fait ce qui est un peu dans le collimateur, ce qui est visé, c'est cette grande plaine russe qui a été le giron, qui était le centre de la civilisation russe. Alors c'est très habité, hein. Où que vous visiez, vous toucheriez toujours les habitants, des civils. Il y en a énormément, hein. Et tout ça pour vous dire que, par exemple, hier, à Lugansk, on a reçu un coup de missile de type ATACMS de fabrication américaine, et ce n'était pas un Scalp EG, ni Storm Shadow, qui est, comme je disais, un peu le Scalp EG à la sauce britannique. Eh bien, ça fait quand même plus de 70 morts parmi les civils. Comme j'ai beaucoup d'amis à Lugansk, qui est une ville de la République de Lugansk, qui est la capitale même de la République de Lugansk. Alors je sais que ça a été vraiment un drame, pas un drame militaire, mais cette fois-ci civil. Lugansk a été épargné pendant plusieurs années. Maintenant on voit des HLM, des JLM visés à plein fouet par ces missiles arrivant du côté ukrainien. Donc il y a des morts, il y a des blessés énormément. Alors justement, voilà. Alexandre Artamonov, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, quel pourrait être, qu'est-ce qui monte de la société, à la fois russe, la société médiatique russe aussi, quelle pourrait être à terme la réaction, à terme ou court ou moyen terme, j'en sais rien d'ailleurs, du Kremlin, des autorités politiques russes par rapport à ça? Nous, on aimerait bien savoir un peu qu'est-ce qui est en train de se dégager comme prochaine décision des autorités russes, qui, je suppose, ne vont pas permettre éternellement ce grignotage permanent qui nous rapproche de plus en plus donc de cette co-belligérance. Comment est-ce que vous voyez se dégager les futures décisions russes? Vous savez, je suis heureux de constater qu'en fait, on est en train de naviguer vers un scénario catastrophe pour ce qui est du relationnel franco-russe. Oui.
compte tenu du fait qu'avant, les gens avaient plutôt tendance à accuser l'armée ukrainienne de ce qui est en train de se passer. Et justement, à cause de ces morts, enfin de ces morts innombrables parmi la population civile, maintenant, on a une vision claire qu'il ne s'agit pas d'Ukrainiens qui, en fait, se sont fait assujettir et sont conditionnés par les troupes occidentales, et que il faut vraiment viser ceux qui prennent ces décisions-là. En fait, les décisions sont prises à Washington, ça va de soi, cela s'entend. Mais comme Macron veut bien se rendre solidaire de la logique washingtonienne, eh bien la France, à son tour, pourrait, comme je viens de le dire un peu à la militaire, se retrouver dans le collimateur. Ah oui. Parce qu'en fait, il paraît que la seule stratégie possible de faire la paix avec l'Occident, c'est de répondre en faisant du tac au tac par rapport à ce qu'on vient de nous affliger en tant que dégâts et morts parmi les gens. Et qui plus est, enfin, ce qui est très important de constater, que les gens voient mal aussi les morts ukrainiennes, parce que pour nous autres, les Russes, en fait, les Ukrainiens sont plus que frères. C'est notre, comme on dit très souvent en Russie, son type génétique. C'est un peu, comme disait le général, l'Ukraine, c'est les côtes du Rhône de la Russie. Alors, en fait, pour nous, c'est une population qui a de tout temps fait partie de l'Empire, ensuite de l'Union soviétique, et a été toujours alliée de la Russie jusqu'à la période de Maïdan, de 2014, et que qu'on tue les Ukrainiens, il y a plus d'1 million d'Ukrainiens qui ne reviendront jamais dans leur foyer. Eh bien, ça aussi, c'est très mal vu et vécu par les Russes. Alors, on veut bien la vengeance. On veut une réponse, une riposte, si vous voulez, militaire. Et cette riposte-là pourrait, et là je parle à titre subjectif, pourrait se traduire par vraiment des actes de tout type. Je dis pas qu'il va y avoir de nouveau Notre-Dame qui partirait en flammes, enfin, ou la Tour Eiffel qu'on ferait sauter juste pour faire entendre la raison à Macron, mais que maintenant, on sait très bien, parce qu'on vient juste de dresser la liste, où sont les militaires français à l'étranger. Donc pour ce qui est des bases américaines, là on se prépare déjà, parce qu'il y a l'Iran par exemple qui a répondu aux Américains en faisant feu sur les bases américaines juste après la mort de Soleimani, qui était l'un des chefs du corps. Enfin, vous connaissez très bien, tant plus que Dimitri Koshko connaît par cœur sur le bout des doigts toute la problématique proche-orientale. Et donc la Russie se demande, mais enfin, en fait, si l'Iran se permet ce genre de choses en réponse à ce qui vient de être fait, pourquoi pas la Russie c'est quand même pas pareil, Alexandre Artamonov. C'est que là, vous avez deux puissances nucléaires qui se font face, ce qui n'est pas le cas entre l'Iran et les États-Unis. Là, je vous rends raison, mais enfin, là, si on ne monte pas aux extrêmes, comme on dit, on pourrait très bien se limiter à des armes conventionnelles. Mais ça, vous y croyez ? Ça, vous croyez en tant qu'expert militaire à cette possibilité qu'entre deux puissances nucléaires, on puisse limiter un affrontement à des frappes conventionnelles ? Pas du tout. Moi, ce que je crois, n'est-ce pas, c'est un scénario qui serait parfaitement différent, parce que là, on nous apprend à répondre comme le fait à nous, enfin, et que, à mon sens, ce qui serait à prévoir, c'est un peu la tactique des Houssites, la population de Yémen, qui on ne sait pas si c'est le guerroie pour la cause iranienne ou pas, mais en fait, par exemple, ils ont coupé le câble américain qui reliait les États-Unis à l'Orient, enfin un câble qui passait, un câble sous-marin qui était au fond du Golfe à côté de leur côte. Ensuite, il y a eu quand même des attaques massives qui ont été lancées par ces populations qui faisaient usage des missiles très, si je puis dire, très sophistiqués, enfin qu'on ne fabrique pas au village minible, et qu'on pourrait toujours avec leurs anciens maîtres. Hein. Ça, c'est pas sourcier. Vous prenez la République centrafricaine, vous prenez le Mali, vous prenez d'autres pays qui sont un peu, si je puis dire, les pays d'immigration, et que en fait, de ces populations qui sont accueillies par la France, par d'autres occidentaux. Oui.
Et vous comprenez très bien qu'il serait très difficile d'y voir clair, de critiquer, de savoir qui est terroriste, comme on dit très souvent lorsqu'il s'agit des gens qui vous font face, qui ne l'est pas. Surtout si les gens sont déjà privés de leur domicile, retrouvés sur le mobile. Je vous entends très mal, Alexandre. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, je vous entends. J'aimerais... Alors, imaginez un peu qu'il s'agit de la Libye, par exemple, enfin, en l'occurrence, et que la Libye a quand même beaucoup de choses à découdre avec la France, et surtout avec ce qui s'est passé lors de la mort de Muammar Kadhafi. Alors, si jamais on balance des missiles en passant par des Ukrainiens, qu'on appelle une guerre à proxy, nous, on pourrait très bien répondre en faisant du tac au tac. C'est pas difficile, c'est pas sorcier. Oui, c'est ce que Vladimir Poutine a suggéré dernièrement, cette semaine même. C'est-à-dire, vous armez nos ennemis, nous pourrions faire de même. C'est ça? Voilà, tout à fait affirmatif. Alors, de nouveau, c'est les Occidentaux ont commencé parce que nous, en fait, on l'a jamais fait. Et que, en plus, on a du mal à percevoir que l'Europe veut bien apporter la guerre un peu à ses portes. Mais ce qui pourrait très bien se passer, parce que de nouveau, l'Europe est inondée par des immigrés en provenance de l'Afrique et du Proche-Orient, des immigrés qui ont très souvent une vision parfaitement positive de la Russie. Il y en a pas mal qui sont nos alliés. Il y a même les Afghans qui nous proposent à nous donner un coup de main, surtout après ce départ, cette débandade américaine. On sait très bien comment les Américains ont quitté l'Afghanistan, c'était vraiment la déroute, la guerre est là. Et que donc les populations l'ancienne France-Afrique. Alors ça peut des gens avec lesquels on commençait à travailler. Et que là, l'Europe n'est pas sortie de l'auberge, si je puis dire. C'est entendu. J'aimerais peut-être une réaction de Dimitri de Koshko dans le studio. On vous laisse une petite pause et après j'aurai encore quelques questions à vous poser. J'en aurais eu même beaucoup plus, mais l'émission se termine dans une dizaine de minutes. Dimitri. Déjà? Mais oui. Bon. Il a des choses à dire, Alexandre Artamanov. Mais vous aussi, vous avez des choses à dire, mon cher Dimitri. Oui, mais bon, moi je suis sur place. Et puis lui c'est... Écoutez, en tout cas, ce que je voudrais dire de Alexandre, juste compléter encore son rappel sur le rôle des Russes dans la résistance au nazisme. Vraiment très court. Très court, c'est le fait simplement que là. Le chant des partisans, ça a été écrit par des Russes et chanté par une Russe. Ça me paraît une chose aussi importante. Et puis effectivement, Obolensky, Vicky Obolensky, etc. D'autre part, et il souligne bien que cette guerre n'est pas une guerre russo-ukrainienne, comme on le dit tout le temps, par facilité sans doute. Mais il faudrait réfléchir maintenant et ne pas parler d'une guerre russo-ukrainienne, mais d'une guerre russo-otanienne ou russo-américaine. Vous savez les conséquences que ça a de dire cela. Ça a comme conséquence le fait qu'on décrit la vérité. Ce sont des puissances nucléaires qui s'affrontent. Ce sont des puissances nucléaires, mais qu'est-ce qu'on y peut? Nous, c'est pas les Russes qui ont commencé une guerre contre l'OTAN, que je sache. Donc nous, malheureusement, on est impliqués là-dedans. Mais disons que les Américains, nos maîtres à tous, nos maîtres ont un but, eux. Parce que eux ont une vision dynastique des choses de l'histoire. Ils veulent détruire la Russie, ils veulent la démanteler. Parce que la Russie, par son existence même dans ces dimensions, sont un obstacle à l'hégémonie impériale des États-Unis sur le monde. Ou en tout cas, des éléments des États-Unis qui sont va-t-en-guerre. Parce que effectivement, tout ce qu'a dit Jeffrey Sachs, dont vous avez parlé au début, c'est magnifique. C'est dans les bibliothèques, c'est ce qu'on appelait les usuels. Il faut absolument que vous écoutiez ce qu'il dit. Jeffrey Sachs, il dit tout. Donc, c'est pas tous les Américains, je me corrige. Mais il n'empêche que eux ont une vision stratégique. Eux ont un intérêt. Ils veulent démanteler la Russie, la transformer en 41 pays avec des petits seigneurs de la guerre locaux qui seront totalement achetés. Comme la Yougoslavie était la répétition générale, comme a dit Alexandre Zinoviev, le philosophe. Eh bien, il n'empêche que 41 pays, évidemment, vous imaginez les bandits que ça sera à la tête de chacun de ces petites entités. Et évidemment, l'exploitation des matières premières. Mais nous, Français, il n'y a aucun intérêt.
on achetait du gaz 3 fois moins cher que ce que nous vendent les Américains. Dimitri, il reste que quelques minutes et moi, c'est pas là-dessus que j'ai envie de vous entendre plus sur les menaces quand même de plus en plus explicites des Russes, des autorités russes, vis-à-vis des pays européens et même de la France. Tenez, j'ai un auditeur, je ne sais pas si quelqu'un est au courant, quid des bruits de présence de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins près de Cuba? Non, alors d'abord, il y a un seul sous-marin. Enfin, Alexandre va pouvoir préciser ça encore mieux. Il y a 3 corvettes, je crois, et un sous-marin qui n'est pas équipé de matériel nucléaire, en tout cas selon les dires officiels des Russes. Moi, je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. Hein. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même, une arme nucléaire qui peut provoquer des raz-de-marée, qui, si elle était utilisée, mettrait effectivement Poséidon, qui mettrait la fin à New York et peut-être à Washington. Bon, Alexandre Artamonov, sur ces bruits de bottes de plus en plus et sur ces menaces de plus en plus précises de retour de bâton finalement. Dans les Caraïbes. Entre autres dans les Caraïbes. Alors, vous voyez, donc, c'est pas étonnant à mon sens, hein, parce que en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de démanteler le système qu'on appelle le système occidental et capitaliste qui nous menace, hein, parce qu'en fait, qui nous a apporté la guerre, qui nous a donc apporté beaucoup de malheur, parce que en fait, les gens vivent sous les bombes depuis 10 ans, et comme les Russes savent très bien encaisser les coups pour pouvoir les redonner ensuite, je sais quelle est la stratégie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de couper les racines du monde occidental. Ce qu'on est en train de faire en Afrique, en Asie, maintenant on passe, si vous voulez, en Amérique latine. Alors, en Amérique latine, et Cuba, qui a été de tout temps notre allié, et là on est en train de gagner du terrain, hein, de reprendre racine dans cette île de la liberté, comme on l'appelait dorénavant. Bien sûr que, de nouveau, en évoquant les paroles de Dimitri Koshko, je suis sur la même longueur d'onde. Oui, la présence... Alors, Alexandre Artamonov, juste une toute petite incise, et nous écoutons, hein, mais à vous entendre, j'ai l'impression, je m'inquiète, de même que la conséquence finalement de la guerre que nous vous menons vous a amené à vous rapprocher de pays qui ne sont quand même pas des modèles de démocratie, dont la Turquie d'Erdogan, dont l'Iran, des Mollahs, dont la Corée du Nord. Mais quand vous me dites en plus maintenant l'ennemi c'est l'Occident, bon encore pourquoi pas, et le capitalisme, ce que je crains c'est que finalement, même si on en est en partie responsable, c'est que vous êtes en train à toute vitesse de vous re-soviétiser, Alexandre Artamonov. Non, pas du tout, parce qu'en fait, alors précisez-le nous. Je vous invite à visiter la Russie, parce qu'en fait, vous verriez de vos propres yeux que la Russie c'est très capitalisé, pardonnez-moi le néologisme, depuis des lustres, enfin depuis, je sais pas moi, 30 ans, voire plus, que maintenant c'est, si vous voulez, c'est un niveau beaucoup plus élevé même par rapport à la vie au quotidien français, enfin pour bien comparer, hein, le voir de vos propres yeux. Mais tout ça pour vous dire que non, enfin, moi, si vous voulez, par le terme capitalisme, j'entends l'impérialisme américain. D'accord. Parce qu'en fait, on voit très bien qu'il y a... c'est différent, il faut préciser, c'est bien. L'érection de ce rôle joué par les Américains, ils veulent bien affirmer aussi bien par leur présence financière que par leurs armes. Et la France s'est établie de cette idéologie. Enfin, nous, si vous voulez, on ne régissait pas avant, parce qu'en fait, ce que vous voulez, je vous rappelle même les paroles de Vladimir Poutine de 2001, qui voyait l'avenir de la Russie dans l'OTAN, dans le giron de l'OTAN. On a créé même un conseil Russie-OTAN, et que maintenant, on a vite fait de comprendre que l'OTAN voulait... Comme il y avait tout juste de dire Dimitri Koshko, le démantèlement de la Russie. Il y a le ministre des Affaires étrangères de la France, je suis désolé, qui, il y a juste un mois, ensemble avec son homologue britannique, a re-signé le pacte de l'entente du début du XXe siècle, c'est-à-dire cette union qui était d'abord avec la Russie, ensuite, après le départ de la Russie qui est devenue l'Union soviétique, eh bien, l'entente continue à exister, a inondé le territoire russe par ses troupes, on le sait très bien, et ensuite a même mené donc une conférence à Paris avec les signatures d'un acte, si vous voulez, donc c'était une sorte de traité où il s'agissait justement de démanteler le territoire russe en 10 États indépendants. Alors lorsqu'un ministre français reprend ces propos, c'est un acte de guerre. Là, je l'entends bien. C'est un peu comme si je voulais démanteler la France, donc à mettre l'Occitanie donc d'un côté, et puis
la Bretagne avec Anne de Bretagne de l'autre, Alsace-Lorraine et patati patata. Donc voilà, c'est pas un souci, c'est facile à comprendre. Alors nous, on a bien reçu le message, on accuse réception, comme on dit. Hein. Et ce qu'on fait, on va tout de même pas donc faire la guerre. Justement, vous avez raison de le dire parce que je le conçois très bien, parce que on est tous la France, Russie, États-Unis, donc des États nucléaires. Mais on peut très bien couper les vivres de ces pays agressifs. Et c'est facile. Vous voyez avec l'uranium, la France a été privée de son uranium suite à la politique macroniste. Il n'y a plus d'uranium africain qui arrivait avant, qui affluait en France depuis des décennies. Pourquoi ? Parce que justement, il y a les Russes qui ont débarqué. Merci. En République centrafricaine. Merci Alexandre Artamonov. On est obligé de rendre l'antenne. Merci beaucoup de votre intervention. Avec plaisir, on vous réentendra. Peut-être dans des meilleures conditions techniques. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. Merci à Dimitri de Kochko, à Raphaël Beslu et à Lara Stam. Chers auditeurs, vous venez d'écouter ce libre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine.